Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire Parlons foncier le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'ai la chance d'animer ce quatrième webinaire avec vous. Nous avons ouvert le sujet du foncier et de l'alimentation lors de notre dernier webinaire consacré aux enjeux d'avenir avec François Collard-du-Tilleul. Et aujourd'hui, nous allons voir les stratégies et les politiques territoriales alimentaires au sein de nos deux métropoles. Alors, on va se poser plusieurs questions. Quels enjeux, quelle cohérence, comment passer à l'action? On parlera également des circuits courts, de l'agriculture périurbaine, quelle agriculture et quels agriculteurs, et bien sûr, la place du foncier dans ces politiques. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Touzard et Jean-Jacques Bolzan, qui sont des élus investis, qui pilotent les politiques alimentaires des deux grandes métropoles d'Occitanie. Tout d'abord, pour nous éclairer aujourd'hui, Isabelle Touzard, que je présente. Donc Isabelle, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes maire de Murviel-les-Montpellier, donc depuis 2014. Vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, en charge de la transition écologique et solidaire, de l'énergie, de la biodiversité, de l'agroécologie et de l'alimentation. Vous avez également travaillé pendant 29 ans dans l'enseignement supérieur agronomique et vous êtes également présidente de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je suis ravie de vous accueillir. Jean-Jacques Bolzan, bonjour. Bonjour. Jean-Jacques, vous êtes adjoint au maire de Toulouse en charge du bien manger. Vous êtes également conseiller Toulouse Métropole en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de l'agriculture urbaine. Vous êtes président de la Fédération des marchés de gros de France et également trésorier de Terre en Ville, qui est un réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomération. Je suis ravie de vous accueillir. Merci pour cet accueil et cet échange que l'on va avoir sur cette thématique précieuse. Et enfin, Dominique Granier. Dominique Granier, vous êtes président de la SAFER Occitanie, mais vous avez été également 18 ans président de la Chambre d'agriculture du Gard. Vous êtes à l'initiative de la création du MAS des agriculteurs à Nîmes, un magasin qui rassemble plus de 3000 producteurs. Et bien sûr, le principal, votre métier, vous êtes vigneron en bio dans le Gard, proche de Sommières, et vous êtes un fervent défenseur de la terre nourricière. Je vous remercie d'être avec nous tous les trois. Bonjour. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer ce webinaire. Une première question pour nos deux invités. Donc, en quoi l'alimentation est devenue un sujet clé? Pourquoi une métropole a-t-elle vocation à agir sur ce sujet? Et enfin, comment cet enjeu est pris en compte dans vos stratégies territoriales? Alors, je laisse la parole tout d'abord à Isabelle. Je vous en prie, Isabelle, on vous entend. Bon, merci à vous. Et je crois qu'on a des petits problèmes de son. Et merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors oui, c'est des enjeux qui ont émergé il y a une dizaine d'années, la question des circuits courts, notamment la question de la qualité de la restauration collective. Je dirais que ces sujets d'alimentation et de relocalisation de l'agriculture ont été des gros sujets lors des campagnes municipales de 2014. Et encore plus à ces dernières. Donc voilà, ça fait, je pense, quand même maintenant une petite dizaine d'années que ça émerge et ça se renforce. Ça s'est d'autant plus renforcé, ces enjeux, avec l'épisode, bien entendu, sanitaire du Covid, où on a vu comment la question de la résilience de nos territoires, de la France globalement, mais de l'Europe, de la France et de nos territoires par rapport à cette question alimentaire sont sérieux. Et puis, on se rend compte aussi, toujours à la lueur peut-être de cette crise, combien la question alimentaire est forte pour beaucoup de ménages en France. J'ai des chiffres qui montrent que 40% des foyers ont des problèmes de fin de mois et l'alimentation est une variable d'ajustement. Donc, c'est important pour des territoires et parce que les territoires ont des leviers d'action sur ces questions. Au travers de leurs compétences sur le développement économique, sur les communes, par exemple, sur la restauration scolaire, sur la question de la planification urbaine, de l'aménagement. On a plein de compétences qu'on peut mobiliser au service de cette question de la reterritorialisation de l'agriculture et de l'accès de tous à une alimentation saine
et choisie. Il y a les questions de dignité alimentaire qui aussi émergent là très récemment comme étant un gros enjeu. Voilà. Donc les communes, bien entendu, sont des collectivités qui ont des leviers d'action, mais les intercommunalités, comme une métropole, en ont beaucoup, hein. On pourra y revenir, que ce soit question de la planification urbaine, donc la préservation des terres agricoles, que ce soit au niveau de l'aménagement, de l'appui à l'installation d'agriculteurs en cas du développement économique, que ce soit la structuration des filières pour approvisionner la ville en lien avec tous les territoires voisins. Et là, c'est vraiment des enjeux de coopération interterritoriale entre les intercos, mais aussi avec les départements et les régions, très importants. Et puis voilà, on a tous les outils aussi de l'action de solidarité, les actions liées à l'aide sociale, la politique de la ville, les plans pauvreté, etc., qui peuvent nous permettre aussi d'agir sur cette question de l'accès à l'alimentation. Donc on a beaucoup de leviers. Merci beaucoup Isabelle. Jean-Jacques, je vous donne la parole. Mais l'alimentation, effectivement, c'est un sujet qui date de plusieurs années et qui est plus prégnant depuis qu'il y a eu effectivement le Covid. Mais encore plus prégnant pendant la campagne municipale, où on voit que nous, par exemple, à Toulouse et Toulouse Métropole, eh bien, je suis adjoint au maire en charge du bien manger à la ville de Toulouse, avec les marchés locaux, avec les cantines scolaires et la régie de Candy, puisqu'on a un domaine de 200 hectares. Mais aussi à Toulouse Métropole, où pour une fois, on a identifié une thématique qui est agriculture, alimentation, agriculture urbaine. Et donc, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que c'est la vie. L'alimentation, c'est la vie. Et donc, pour bien vivre et pour être en bonne santé, il faut bien manger. Donc, l'agriculture sur la métropole, ça joue plusieurs leviers. C'est économique. Hein. Nous, dans la métropole, on a 350 chefs d'exploitation. C'est environnemental, c'est sur la santé et c'est culturel aussi. Voilà. Donc, on se doit d'agir et on se doit de faire des choses à la fois au niveau urbain, métropolitain, hein, avec l'agriculture urbaine qu'on appelle, en sensibilisant les gens au bien manger, en recréant ce lien entre l'urbain et le rural. Mais n'oublions pas quand même que la priorité aussi, c'est la deuxième jambe, c'est de travailler avec les territoires ruraux. Et je crois que la métropole est un bassin de consommation et la ruralité a la richesse des produits. Donc, il faut trouver pour nous, dans notre politique, on en parlera après, c'est de créer ce maillage, à la fois interne, bien sûr, hein, de développer l'agriculture urbaine au sein des quartiers, au sein de la ville, mais c'est aussi travailler et créer du lien avec l'ensemble des territoires, les PETR ou les associations de producteurs, les chambres d'agriculture, qui jouent un rôle important. Hein. Nous, au niveau de la métropole, la chambre d'agriculture est partie prenante dans la gouvernance de notre plan alimentaire territorial. Il est important que les chambres d'agriculture soient présents au sein de nos gouvernances. Voilà. Allô? Allô? Oui, Isabelle, on vous entend. Hein. Merci beaucoup. Du coup, Dominique Granier, est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos là, des deux métropoles, à ces propos introductifs? Déjà, dire que les chambres d'agriculture sont importantes, en tant qu'ancien président pendant 18 ans, je bénis les paroles de Jean-Jacques. Mais je voudrais dire un mot quand même, avant de commencer, une pensée à nos agriculteurs congelés, ces agriculteurs qui nous nourrissent. Hein, au départ, c'est la terre, c'est la graine, la plante et les hommes. Et ces hommes sont affectés. Et je sais que les collectivités comme Toulouse, comme Montpellier, le conseil départemental et le conseil régional et bien entendu le gouvernement sont proches. Et donc, je voulais dire que la SAFER sera à ses côtés, à leur côté aussi. Voilà. Mais je suis très heureux de recevoir ces deux métropoles. J'y tenais beaucoup parce que c'était la suite logique du Parlons foncier. Nous, la SAFER, c'est la souveraineté foncière. Et bien entendu, le dernier webinaire, c'était la souveraineté alimentaire. C'était avec, bien entendu, notre François Collard-Dutilleul. Ça a été un très bon webinaire le 18 mars. Alors, la SAFER, c'est l'opérateur régional des politiques publiques. C'est d'abord proximité avec les territoires. Vous avez parlé de territoires ruraux. Bien entendu, la SAFER est en plein dedans. 13 départements en Occitanie. Nous avons 500 conventions avec les territoires et leurs acteurs. Et nous observons, je dirais, le foisonnement des initiatives et les projets des politiques alimentaires en Occitanie. Les fameux PAT, projets alimentaires territoriaux. Et j'avoue que la région Occitanie, je le dis devant mes collègues, autres présidents de SAFER, c'est une des plus dynamiques de France en nombre de ces initiatives. Plus de 30 projets, ainsi qu'une demi-douzaine de projets actuellement en préfiguration. Donc, la SAFER, bien entendu, est partie prenante et elle est souvent sollicitée. Et je dirais ravi de voir que ce soit les deux principales métropoles qui
qui travaillent sur ce sujet parce que c'est vous qui nourrissez le maximum de personnes. Alors, comptant notre objectif, nous, c'est que nos enfants mangent mieux demain avec les produits locaux, bien entendu. Voilà en première information ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dominique Granier. Merci pour cet éclairage. Alors, pas un jour sans qu'un sujet dans les médias ne mette en valeur les circuits courts, le retour à l'agriculture dans la ville et sa périphérie. Alors, j'ai envie de poser une question à nos deux intervenants aujourd'hui. Comment organiser à l'échelle des territoires ces circuits courts? Que peut faire une métropole pour agir sur les filières et les circuits d'approvisionnement? Et également, quel visage prend un territoire, une métropole, où l'agriculteur a trouvé toute sa place? Jean-Jacques, je vous laisse démarrer cette fois-ci. Alors, merci. Pour les circuits courts, effectivement, alors, il y a plusieurs leviers d'action pour une métropole. On a bien sûr l'agriculture urbaine et donc c'est produire sur la métropole directement. Enfin, après, c'est utopiste de penser que en remettant tout, recentralisant tout sur la métropole, on va nourrir la métropole. C'est illusoire. Par contre, c'est intéressant parce que sur les quartiers, ça recrée du lien social, ça rapproche les gens de l'agriculture, ça montre un métier, ça peut inciter certains à changer professionnellement d'activité et de se mettre à son compte. Alors, à l'endroit où il y a cette production ou ailleurs, peut-être reprendre une entreprise ou autre. Il y a aussi les marchés de producteurs. Nous, on organise ça. Le circuit court, c'est aussi le marché de producteurs. On a créé 10 marchés dans le mandat précédent. On va en créer une dizaine dans ce mandat où les producteurs peuvent venir sur un lieu prédéterminé vendre leurs produits. On lance en mai un marché purement produit d'Occitanie. Que des producteurs. Il y a aussi la GMS, on fait le lien aussi avec la GMS aussi, qu'on a sur nos métropoles. On peut faire le lien avec le commerce de proximité, avec les restaurateurs le jour où bien sûr ils pourront réouvrir, même si certains le font déjà, on peut être facilitateur. Et puis on a la chance sur nos deux métropoles d'avoir un marché d'intérêt national, un marché de gros qu'on appelle, où il y a des grossistes, mais aussi où il y a des carreaux de producteurs. Et il faut travailler aussi avec des grossistes qui ont un savoir-faire en termes de logistique, qui font déjà quelques-uns pour partie travaille avec des acteurs locaux, mais c'est à nous aussi d'impulser cette dynamique. Et suite à une rencontre que j'ai effectuée avec eux, je leur ai dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble pour se rapprocher des producteurs locaux. Et c'est là où je dis que nous, métropole, on n'a pas le fichier, on n'a pas le listing, on n'a pas la connaissance qu'ont les chambres d'agriculture, d'où l'importance, comme je le disais au début, d'avoir comme partenaire en deuxième jambe les chambres d'agriculture, qui sont les interlocuteurs privilégiés des agriculteurs. Et en parallèle aussi, il y a pour l'agriculture urbaine tout un réseau associatif comme Terre au Ciel, Terre de Liais, Biogaronne, en fait, d'autres acteurs qui sont là aussi pertinents pour agir sur l'agriculture urbaine plus précisément et faire ce lien. Donc, c'est tous ces acteurs qu'il faut mettre autour de la table. Il n'y a pas nécessairement besoin de gros moyens financiers. C'est surtout de mettre en cohérence les actions des uns et des autres pour travailler au mieux et irriguer au mieux nos métropoles de façon à ce que notre population métropolitaine mange des produits sains, locaux, bio éventuellement, mais local et bio, ou local et bio, pourquoi pas. Et on peut travailler aussi avec les restaurations collectives, où il y a différents, nous on a 35 000 repas par jour, mais vous avez des communes où il n'y a que 400 repas par jour, donc où chacun peut trouver sa façon de pouvoir livrer sa production, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Isabelle, je vous en prie, c'est à vous. Oui, ben, en complément un petit peu de ce qu'a dit Jean-Jacques, c'est vrai qu'on a de forts leviers. On a un rôle structurant, en fait, les intercommunalités. Je vais vraiment me positionner de ce point de vue-là, sur ce qu'on peut appeler l'approvisionnement des villes et la structuration des filières. Alors, derrière le mot circuit court se cachent de multiples facettes, beaucoup de choses différentes. Il y a le circuit très court du producteur, très diversifié, du petit producteur, il y a une stratégie de vente directe au détail auprès des consommateurs, sur des marchés, des AMAP, des boutiques paysannes, etc. Donc ça, c'est une demande sociale et c'est une économie avec derrière aussi des producteurs qui s'installent dans ce sens, maraîchers, éleveurs, etc. Mais on a aussi, c'est pour ça qu'il y a une mixité vraiment d'aspects et de filières, de segmentation. Il y a aussi un gros enjeu au niveau de l'approvisionnement, de la reterritorialisation autour d'une économie plus, je dirais, médiane, sur un marché de semi-gros, demi-gros, où on a vraiment besoin à la fois d'appuyer côté installation, l'installation de producteurs qui vont être peut-être un peu plus spécialisés que les premiers, de taille un peu plus importante, un peu plus mécanisée, mais qui vont avoir
qui vont mettre le paquet, je dirais, sur la production et pour lesquels la commercialisation quand même va demander moins de temps. Voilà, et derrière, donc toute une organisation déjà de la profession agricole pour pouvoir mettre en marché à leur bénéfice, j'insiste, dans des conditions de prix rémunérateurs. Et là, c'est tout l'appui à la structuration de groupements de producteurs, comme on le fait sur Montpellier. On a une grande partie des producteurs qui viennent toujours sur le carreau des producteurs du marché Gare, du Mine, qui se sont organisés en un groupement, les producteurs d'Occitanie, qu'on soutient, et qui sont créés en 2018, et puis qui ont un très fort développement dans ce travail, je dirais, de regroupement de leur volume pour pouvoir les commercialiser en semi-gros, demi-gros à des conditions. Et ils vont même commencer à répondre au marché public de la restauration collective, dont on dit que souvent elle est inatteignable pour les producteurs. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Jacques par rapport à ce rôle de confectionner des groupes, on appelle nous des groupes de travail informels par filière, de façon très concrète, tous les acteurs, que ce soit les faiseurs économiques, la profession, les chambres d'agriculture, les groupements de producteurs, les marchés gares, mais de l'autre côté, les services des municipalités qui s'occupent par exemple de la restauration collective. On a même associé, nous, à Montpellier, les sociétés de restauration privées, qui elles aussi, de plus en plus, ça dépend desquelles, s'intéressent à cette question de l'approvisionnement local. Pour produit par produit, il faut être très pragmatique. Produit par produit, la problématique des protéagineux, même des lentilles ou du pois chiche n'a rien à voir avec celle de la viande de poulet ou avec celle des fruits ou des pommes ou des fraises. Donc, produit par produit, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, ou difficilement aujourd'hui, à amener ces produits sur la ville? Donc, bon, ça c'est un travail. Alors après, toujours pour faciliter, pour cette question des circuits courts, et de la retaillisation et du rapprochement producteur-consommateur, quelque part, avec des gros enjeux, d'essayer de... Derrière, qu'est-ce qu'on veut? C'est limiter la part des produits importés dans notamment la restauration collective pour donner la part belle aux produits locaux. Et donc forcément, ça s'accompagne en même temps des circuits courts, d'une réflexion globale, c'est pour ça qu'on parle de système alimentaire durable. On ne peut pas mener cette réflexion et qu'elle soit tenable d'un point de vue économique sans en même temps même pas un travail sur le gaspillage, comment on limite le gaspillage, comment on réfléchit les diètes à la cantine pour pouvoir au maximum fonder cette alimentation pour tous. Parce que derrière aussi, pourquoi les collectivités, on actionne ce levier de la restauration collective très structurante, comme l'a dit Jean-Jacques, c'est parce que derrière, c'est tous les enfants de la ville qui en bénéficient. Donc voilà, c'est tout en complément de Toulouse, je dirais, mais Montpellier, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est un travail partenarial, comme tu l'as dit Jean-Jacques, et nous aussi, donc on a un gros travail avec la Chambre d'agriculture et tous les autres partenaires, avec une nouveauté, c'est comment avoir un observatoire, comment pouvoir suivre, quantifier, caractériser toutes ces filières. On les connaît mal, on les connaît pas. Et là aussi, on joue un rôle, les intercos, d'améliorer la connaissance sur ces filières avec tous les partenaires. Merci beaucoup Isabelle. Alors je jongle un peu parce qu'on a des problèmes de son. Veuillez m'excuser du coup pour cette petite latence. Du coup Dominique, je me tourne vers vous maintenant après ces deux interventions. Pourquoi est-ce que c'est important de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation selon vous? Écoutez, quand j'entends ces deux élus, je bois du petit lait parce que je vois une motivation forte de ces élus et ça me ravit. J'avais eu cette motivation aussi de la part du maire de Nîmes et du président de l'agglomération de Nîmes, qui nous a boosté aussi, et du président du conseil général à l'époque, Damien Larry du département du Gard. Mais j'avoue que notre réflexion, nous, au départ, c'était qu'on en avait marre de voir passer sur cette autoroute des pommes de terre qui faisaient 800 km. Et quand elles s'arrêtaient ici, des pommes de terre, des carottes, des tomates qui faisaient 800 km. Et elles allaient en faire 900 de plus pour aller à l'Île-de-France, alors qu'il y avait des bassins de production. Mon collègue qui est président de SAFER Île-de-France me disait, c'est de la folie. Donc ça, c'était une réflexion qu'on avait il y a 10-15 ans à la Chambre d'agriculture. C'était notre rôle aussi, puis on lisait un peu à droite à gauche, c'était un petit peu le locavore. On copiait les Américains. Pourtant, les Américains, c'est pas trop leur modèle alimentaire, mais quand à Détroit, c'est kilomètre zéro, ils achetaient les productions kilomètre zéro. C'était ça, c'était notre modèle. Il y avait le bilan carbone, il y a le changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait à la production?
Et puis, on avait l'impression de passer je dirais, de la terre à l'alimentation. Alors que, donc, on s'est mis à réfléchir avec quelques-uns pour monter cette offre que vous préconisez. Vous l'avez fait au marché Isabelle à Montpellier, ça marchait très bien, reproduction réunion de producteurs d'oc. Nous, on a monté ce MAS des agriculteurs, ce fameux MAS, hein, ça a coûté quand même 5 millions d'euros, hein, ce MAS. Hein. Il y a une réflexion de 4 ans, avec 3000 agriculteurs dedans. Il a fallu motiver le conseil régional, le conseil départemental pour qu'ils nous aident, et nous, on avait le foncier à la chambre d'agriculture. D'où l'importance de la chambre d'agriculture. C'est pas nous qui vendons, on l'a fait à une SAS. Le président de Bienvenue à la ferme, qui est le plus gros apporteur, Bienvenue à la ferme, qui est une émanation des chambres d'agriculture, Patrick Viala, qui préside ce magasin et qui marche au feu de Dieu. Et qui marche pour les producteurs, mais on avait l'idée de faire du stockage en froid pour pouvoir alimenter la restauration collective. Et c'est là où nous avons changé les plus gros opérateurs, je ne dirai pas les noms, de Nîmes, les 2 gros opérateurs, on les a changés, et on a mis un petit opérationnel pour dire c'est SHCB qui maintenant qui est opérationnel sur la cantine de Nîmes et qui fait très très bien son boulot avec des produits locaux. Donc, nous avons travaillé, comme le préconise Jean-Jacques, bien entendu, et Isabelle, avec les élus locaux qui nous ont fait confiance. Et tout ça passe de la confiance et le partage de nos idées. Et donc, on est arrivé à un résultat remarquable parce que c'est d'autres communes maintenant qui veulent se greffer à nous et on est en train d'étudier pour augmenter le froid parce que on n'a pas assez de froid pour pouvoir stocker. Alors, ça, c'est le côté un petit peu… on essaie de multiplier ces initiatives, mais tout ça avec un prix rémunérateur. Je maintiens, parce qu'on est pour une agriculture durable, un système alimentaire public durable, mais je suis surtout pour un agriculteur durable, c'est-à-dire qui vit de ses productions avec une rémunération normale. Parce que le poulet à 4 € qui vient de Chine ou je ne sais trop où, encore ce matin, le ministre de l'Agriculture évoquait à la presse en disant il faut voir l'origine des viandes qui sont dans les cantines. On a un siècle de retard. On a un siècle de retard. Et quand notre ami Jean-Louis Casemont, vice-président de la région, qui a été président de chambre régionale d'agriculture, qui dit qu'il y a 70% de la viande d'Occitanie qui se mange dans les collectivités qui viennent de l'extérieur, on a du boulot. On a du boulot d'aller voir le président Lacube de l'Ariège, le président de Haute-Garonne, Bouscatel, le président du Tarn, le président de l'Aveyron, en disant il faut se remuer et il faut rentrer en contact avec vous, qui êtes des décideurs, pour dire voilà, stop, il faut que notre viande reste dans notre Occitanie. Ça n'empêche pas qu'on puisse manger de l'ananas et des kiwis de l'extérieur, mais il faut quand même voir ce côté locavore et j'ai envie de dire, pensons au bilan carbone, parce que le changement climatique, nous, les agriculteurs, on le voit tous les jours. Donc, ravi d'entendre ça, ravi de travailler. Je crois franchement, en tant que professionnel agricole, on est sur la bonne voie. C'est pas le fait qu'on ait raison, c'est le fait comment convaincre nos partenaires à travailler dans cette direction. Voilà, avec des produits sains, pas plus chers, hein, parce qu'on le voit, on travaille en étroite collaboration avec l'association 1+ Bio. J'étais encore hier en visio avec eux pour dire c'est pas plus cher. Quand Isabelle vous parlait du gaspillage, j'ai mangé à la cantine de Montsartou dans les Alpes-Maritimes et j'ai vu que le déchet c'était 80 grammes par personne alors que la moyenne c'est 350 grammes. Je l'ai vu de visu pour voir vraiment un effort considérable des collectivités et des professionnels qui, eux, doivent se réunir, doivent se regrouper, doivent faire comme nos aînés ont fait dans les coopératives viticoles ou céréalières qui existent dans notre région. Voilà, Claire. Merci beaucoup. Mais juste pour rebondir peut-être, 2 secondes, je sais que le temps est compté, mais 2 secondes. Sur le gaspillage alimentaire, vous avez parlé, mais bien entendu que c'est important. Si on veut payer les producteurs au juste prix, il faut augmenter les prix. Mais pour autant, on ne va pas nécessairement augmenter le prix de la cantine. Donc en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler sur le gaspillage alimentaire de façon à ce que l'argent qui va être gagné sur ce gaspillage alimentaire, qui est encore trop important aujourd'hui, va pouvoir nous permettre d'acheter des produits locaux
à un prix, certes, un petit peu plus élevé, mais qui au moins rémunérera des producteurs de la région. Exactement. Isabelle. Oui, Isabelle. Allez-y, Isabelle, on vous entend. Oui, excusez-moi, ouais, parce Oui, et juste pour finir le tableau, les collectivités, on a ce rôle d'éducation à l'alimentation au travers des cantines, hein, est très important pour tous les enfants, je le répète. Et donc, une évolution de la diète alimentaire, c'est-à-dire si on diminue un peu la viande dans les repas, on achètera moins de viande importée et on pourra acheter à un meilleur prix la viande locale. Et nous, on peut faire ce travail au niveau des collectivités sur l'éducation à une alimentation plus diversifiée, différente. Et cette nouvelle façon de voir l'alimentation des cantines peut permettre, elle est plus durable, pourquoi? Parce qu'elle permet déjà, dans un premier lieu, de pouvoir être satisfaite par les produits régionaux, nationaux. Donc, c'est vraiment ce travail sur le gaspillage et sur la réflexion sur la façon de manger, en fait, qui peut permettre d'arriver à ces objectifs. Exact. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors, on va arriver sur le dernier quart d'heure de notre webinaire. Une question, hein, on voit bien que le foncier est à la base de tout pour produire, on le sait. J'ai envie de vous poser une question à vous deux. Quelle est la place du foncier dans vos politiques alimentaires? Alors, peut-être Isabelle, allez-y. Alors, depuis 2015, sur la métropole de Montpellier, on a une politique agroécologique alimentaire qui est organisée en 3 grandes orientations. Il y a la structuration de l'approvisionnement de la ville, donc le travail sur les filières dont on a parlé tout à l'heure. Il y a tout le travail, je dirais, plus d'accès à l'alimentation, avec notamment les populations les plus défavorisées, une alimentation saine, locale et choisie. J'insiste là-dessus. Et la dernière orientation, et pas des moindres, c'est celle qui peut-être nous occupe le plus, c'est celle de, on appelle ça, façonner un territoire nourricier autour de Montpellier. Et là, voilà, beaucoup d'énergie à différents niveaux, hein. Il y a à la fois le travail de la planification urbaine avec la préservation des terres agricoles, donc un gros morceau, la création de zones agricoles protégées. Donc comme c'est un objectif que nous avons sur ce qu'on appelle la plaine ouest à Montpellier, qui est une plaine irriguée qui pour l'instant est un peu à l'abandon et où il faut que tous les acteurs unis, la SAFER bien entendu, les collectivités, mais pourquoi pas aussi le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, l'Agence de l'eau, l'EPF, établissement public foncier, tous ces acteurs qui peuvent jouer sur la maîtrise foncière, donc s'allient et convergent, hein, en termes de stratégie pour maîtriser ce foncier. Voilà, sur des endroits stratégiques où qui nous semble tous intéressant d'aller vers le développement d'une agriculture nourricière, ce soit du maraîchage, de l'arboriculture, du petit élevage, etc. Donc la maîtrise foncière, la planification, la maîtrise foncière, et puis après, tout un travail de comment mobiliser ce foncier pour le mettre à disposition des porteurs de projets. Donc ce travail déjà voilà, de coordination, c'est une ingénierie très complexe, qui est à la fois financière, qui est à la fois administrative, ça peut être très lourd, qui est également, bien entendu, économique, qui est sociale, parce qu'il faut prendre en compte les projets. C'est souvent aussi une ingénierie qui n'a rien à voir avec l'aménagement urbain, qu'on sait tous faire dans les villes, hein. L'aménagement urbain, il y a des décennies, on sait faire. Mettre un équipement ou un immeuble dans un quartier, on sait. Aider un agriculteur à s'installer sur des terrains abandonnés depuis longtemps ou sous-exploités ou en friche, et donc recréer, il ne s'agit pas non seulement d'installer les agriculteurs, il s'agit de recréer un tissu d'exploitation agricole viable. En tout cas, nous, notre action au niveau des collectivités, comme on le voit, c'est de donner à ces agriculteurs plus ou moins jeunes, hein, il n'y a pas que des jeunes, mais c'est souvent hors cadre familial, hein, pour la plupart maintenant, il faut le reconnaître, et souvent sans système hors DJA ou prêt. C'est comment constituer ce minimum, je dirais, d'appareils de production qui va leur permettre de lancer leur projet pour qu'ensuite, eux, petit à petit, puissent poursuivre, voilà, en développant leur activité, parce qu'après, je veux dire, les agriculteurs vont d'eux-mêmes aller chercher peut-être voilà, de proche en proche d'autres parcelles, ou agrandir leur exploitation, construire de nouveaux bâtiments au gré de l'évolution de leur projet. Mais nous, notre rôle, c'est comment impulser ça. Mais en même temps qu'on fait ça, il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas non plus introduire de déséquilibre ou d'inéquité par rapport aux autres agriculteurs qui, eux, passez-moi l'expression, souvent ont galéré
pour en être là où ils sont. Donc voilà, l'action publique, elle est importante, elle est cruciale sur le foncier, mais il faut faire tout ça en finesse. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de tricotage, c'est beaucoup de coups humains. Mais en même temps, notre rôle, nous, Interco, c'est comment on peut aussi capitaliser toutes ces expériences avec tous les partenaires là. Tout le monde est d'accord, je pense, vraiment tout le monde. D'autant plus qu'on a une vision de mixité et des types d'exploitation dont on a besoin. Il ne s'agit pas de dire bio ou pas bio, petit, gros, diversifié, pas diversifié, spécialisé. La demande sociétale, elle est pour tout. Mais voilà, notre rôle en tant qu'Interco, ça peut aussi être de capitaliser ces expériences pour ne pas réinventer l'eau chaude, je dirais, à chaque fois, et voir comment on peut changer de braquet pour aller plus vite. Merci beaucoup Isabelle. Jean-Jacques, je vous en prie. Alors, pour compléter, parce que le temps est compté, et comme on a fait des choses bien communes avec Montpellier, les métropoles, et je pense, et voilà, une même vision, c'est dire que le foncier est important, c'est la base de tout d'abord. Il faut avoir un bon sol pour avoir de bons produits, pour avoir un producteur qui soit heureux et un consommateur qui, à la fin, puisse se manger avec plaisir. Donc, le foncier, c'est la base de tout. Pour autant, dans les métropoles, c'est vrai que jusqu'à présent, effectivement, quand on accueille comme nous 10 000 habitants par an, il faut bien les loger. Donc, c'est vrai que le grignotage sur le foncier est important. Il y a eu pour autant, dans le passé, des actions faites sur ce foncier agricole. Sur la métropole, c'est 11 000 hectares, ça représente le foncier agricole. Pour autant, les 11 000 hectares ne vont pas être hyper protégés pour faire de l'agriculture urbaine, si je puis dire. Par contre, là, j'ai une réunion prochainement avec ma collègue en charge de l'aménagement et de l'urbanisme pour voir ensemble avec nos services, parce que là aussi, c'est le lien élu-administration qui fait qu'on avance ou qu'on n'avance pas. Donc là, il faut qu'on joue en équipe pour voir quels sont, par rapport au développement souhaité de la métropole et de la ville, qu'est-ce qu'on peut déjà voir figé en termes de zones agricoles protégées, par exemple. Et voir qu'est-ce qu'il faut garder pour les 10, 15, 20 ans, 30 ans à venir en zone éventuellement urbanisable. Donc, ça veut dire que là aussi, on a demandé à la Chambre d'agriculture de nous faire une étude du foncier agricole. Parce qu'il y a des terres qui, pour nous, on les juge agricoles parce qu'elles sont vierges, mais qui, pour autant, le sol, par exemple, peut ne pas être productif. Voilà, donc c'est peut-être pas la peine de garder ces terres-là et en garder de meilleures à côté. Le foncier, c'est aussi comment, et là aussi, la SAFER est un outil pour les chambres d'agriculture, mais même pour nous, pour savoir comment on fait. Il faut vous mettre dans la boucle de nos discussions, il faut que vous soyez intégrés pour savoir si ces terres, comment elles sont préemptées ou rachetées, ou pour ne pas aussi, il faut le discuter aussi avec l'agriculteur. Bien souvent, les agriculteurs, on le sait, ont gardé des terres pour se faire une retraite, par exemple. Donc, quand du jour au lendemain, vous allez leur dire, votre terre qui était peut-être urbanisable, aujourd'hui, on la passe en ZAP, dont le prix du mètre carré, il est beaucoup moindre que ce que vous attendiez. C'est comment, humainement parlant, on est des humains quand même. Enfin, on ne peut pas dire un gars qui a galéré toute sa vie, aujourd'hui, on vous squeeze tout, vous n'avez plus de retraite, vous êtes à la rue. Donc, il faudra trouver, en lien avec les maires, avec les chambres consulaires, avec tous les acteurs qui jouent au niveau de l'alimentation, où est-ce qu'on met le curseur entre blocage de ZAP, parce que je crois qu'il faut vraiment bloquer si on ne veut pas se faire rattraper par la patrouille de la promotion immobilière. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on garde pour l'urbanisation? Voilà, donc là, je crois que c'est hyper important, ce foncier. Et développer, nous, on se tourne beaucoup maintenant vers l'agroécologie aussi. Voilà. Mais comme le disait ma collègue, je crois qu'il y a tout le monde à sa place, tout type d'agriculture à sa place, du moment qu'on va vers une agriculture durable, bien entendu. Voilà, et je crois que les agriculteurs, enfin, je parle sous l'œil avisé de l'ancien président de Chambre, les agriculteurs n'ont pas non plus attendu aujourd'hui pour faire la transition écologique. Il faut arrêter aussi de tirer un peu à boulet rouge sur ceux qui nous nourrissent tous les jours. Il y a peut-être encore des bras cassés, comme on dit, qui font encore de tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a cette transition. Tout le monde l'a compris, du producteur au consommateur. Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu, change sa façon de faire, mais même le consommateur. Je veux dire que des fois, il y a le double langage. Oui, on veut des produits bio, monter un marché local avec des producteurs, et c'est les mêmes qui vont acheter à la supérette du coin n'importe quoi. Donc, il faut que tout le monde prenne conscience, par son geste, par sa façon de consommer, qu'on doit, et que le prix, accepter peut-être aussi, que le prix soit un petit peu plus cher aussi, parce que c'est le bon produit local, et qui rémunère le producteur au juste prix. Voilà. Et nous, on va lancer une opération en juin, je vais défendre ça au Conseil de Toulouse Métropole. Le défi à famille positive qu'on appelle, que certains doivent connaître, c'est pour montrer aussi qu'à budget constant, sur une année, avec de l'éducation, avec de la sensibilisation, on peut manger mieux pour un prix quasi identique. Donc voilà, ça aussi, c'est hyper important, cette éducation et cette sensibilisation au bien manger. Il y a la façon de cuisiner aussi, des cours de cuisine que l'on va développer, parce que vous pouvez acheter
un bon produit, une bonne côte de bœuf. Si vous la faites griller, si vous la faites n'importe comment, ça sera à la fin dégueulasse, excusez-moi du terme. Mais voilà, donc il faut aussi éduquer et sensibiliser. Il n'y a pas que l'installation, il n'y a pas que la restauration collective, mais il y a aussi la sensibilisation et l'éducation au bien manger. Merci, merci à tous les deux, hein. On voit que du coup les deux métropoles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous redonne la parole. Oui, parce que, j'ai oublié de dire, les collectivités dans tout leur rôle, parce qu'on a parlé, quel est le rôle d'un territoire? Moi, je pense qu'il est très important. On a vu tous les leviers d'action qu'on a, mais se doit d'être exemplaire aussi sur nos propres terrains, puisqu'on possède des terrains comme collectivité, hein, les métropoles. Et donc, voilà, on a commencé et on est en train de faire un recensement, nous, au niveau métropolitain, de l'ensemble du foncier public sur le territoire, qu'il s'agisse de celui des communes, des métropoles, mais aussi des autres acteurs publics, pour voir voilà, comment on peut mobiliser tout ça pour aider à l'installation. Je dis qu'on aide l'installation. Ce n'est même pas nous qui installons les agriculteurs, c'est eux qui s'installent et qui supportent tous les risques, hein, enfin une grande partie des risques. On est là pour les accompagner, notamment dans cet accès au foncier. Et pas du foncier marginal, tant qu'à faire, hein, voilà, qui ne travaille pas dans des conditions trop difficiles. Et voilà, donc on a déjà, depuis le mandat dernier, ce sont 500 hectares sur la métropole de Montpellier, comme ça, qu'on a pu revitaliser avec des porteurs de projets, parfois avec des jolis projets aussi liés avec de l'insertion économique, comme sur le domaine de Mirabeau à Fabrègues. Et les communes aussi, elles, sont bien entendu fortement en attente et ça va se développer. Et pour finir, il y a un autre outil qu'on va tester sur 2 zones au nord de Montpellier, de la métropole de Montpellier, c'est des associations foncières agricoles sur des communes où il y a beaucoup de propriétés métropolitaines, communales, et où quelques propriétaires privés, de façon volontaire, ont envie aussi de mettre ils restent propriétaires, hein, mais ils laissent en gestion ce foncier à l'AFA. Et donc là, l'idée, c'est aussi, notamment pour relancer le pastoralisme, mais aussi un peu du maraîchage dans certains endroits. Voilà, on va sous forme d'opération pilote, parce que des AFA en zone périurbaine, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout été jusqu'à présent des outils de zone de montagne, par exemple en Corse, il y en a eu beaucoup, ou dans les Pyrénées, je crois. Voilà, pour voir comment on peut. Je compare souvent la déprise agricole qu'on a autour des métropoles en zone périurbaine à ce qu'on a en montagne. Il y a aussi de la spéculation en montagne autour des stations de ski. Il y a aussi eu progressivement abandon à différentes époques de l'histoire de terrain. On a beaucoup de friches à reconquérir. C'est un processus qui a pris plusieurs décennies, hein, d'appauvrissement ça a même commencé au début du XXe siècle, hein, si on remonte au premier abandon de parcelles, il y a eu l'arrachage viticole, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il va y avoir besoin de beaucoup de temps aussi pour refaire machine arrière, je dirais, et reconquérir ce foncier agricole. Voilà. Mais je voulais aussi rappeler que les collectivités jouent aussi ce rôle d'expérimentation. Bien sûr, merci Isabelle. Jean-Jacques, allez-y. Juste 2 minutes, parce qu'on parle des métropoles, dont il y a des barrières administratives un peu, mais il y a aussi, n'oublions pas, et nous allons mettre en place cette réflexion. La Chambre des cultures à Haute-Garonne a fait un superbe travail. On va mener ça au niveau du SCOT, parce que c'est au niveau du SCOT, à la limite, qu'il faut agir. Et puis travailler aussi avec les PETR d'à côté. C'est-à-dire que la métropole va travailler avec le SICOVAL, travailler avec le Haut-Tolosa. Il ne faut pas s'arrêter juste à la frontière administrative de la métropole. Voilà. Et là aussi, c'est un travail. Il y a le foncier, mais il y a les outils structurants du territoire, où sont situés les abattoirs, les ateliers de découpe, les légumeries. Et puis pour parler bio, pas bio, agroécologie ou autre, nous on a une régie à Candy, qui s'appelle Candy, 200 hectares, 12 hectares de vignes, tout en bio. Et aujourd'hui, les cultures, on se tourne vers l'agroécologie. Et le blé, par exemple, qu'on envoyait dans une COP, et bien aujourd'hui, on va travailler avec des jeunes agriculteurs du Lauragais pour transformer ce blé en farine que l'on revendra sous la forme farine de Toulouse. Voilà, aux habitants de Toulouse et de la métropole, et d'ailleurs peut-être et aux touristes. Voilà. Donc il faut arriver à faire ce cercle vertueux, pardon. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors Dominique, du coup on parle du foncier en tant que président de SAFER. Du coup, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce sujet? J'ai envie de vous dire que ces interlocuteurs, que ce soit Jean-Jacques, Isabelle, pourraient vraiment venir dans notre monde agricole pour être responsables agricoles, parce que si je ferme les yeux, ce que j'ai entendu, vraiment je bois du petit lait. Vous avez des ambitions vraiment politiques pour faire avancer les choses. Et bravo, parce que vous avez quand même les clés d'un système. Le foncier, il est là. Qui c'est qui le mobilise? Nous,
on transite 20 000 hectares par an à travers l'Occitanie. Sur 20 000, il y a 7 000 hectares qui passent pour l'installation. C'est énorme. Il y en a la moitié hors cadre familial. Et en plus, sur 7 000, 2 300 qui sont en agriculture biologique. C'est quand même des chiffres qui sont éloquents. Et avec ça, si on n'arrive pas à travailler et à suivre la politique alimentaire que vous souhaitez, on devrait y arriver. Notre rôle, c'est de protéger la terre nourricière. Qu'est-ce que c'est la terre nourricière? C'est une terre profonde avec un point d'eau à côté et c'est, je dirais, c'est le potentiel nourricier que nous devons avoir. C'est les ceintures vertes qui ont fait Barcelone, ils ont fait Nantes, ils ont fait Lille, Rennes. Nous, on l'a pas trop fait. Que ce soit à Toulouse, Montpellier, Fraîche, c'était pas ça à l'époque. Je me rappelle, je me suis heurté il y a 10 ans avec lui en disant il préférait le Zénith. Je lui avais dit, on a des discussions. Mais il comprenait qu'il fallait des terres, qu'il fallait protéger ces terres agricoles. Vous savez, nous, à Nîmes, on a fait la nouvelle chambre d'agriculture en 99 sur le grenier à blé du Gard. Donc, on n'a pas été mieux non plus. Hein. Donc, c'est pas, je critique pas, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, il va falloir quand même qu'on protège ce foncier parce qu'on en aura besoin. Vous savez qu'on utilise 2 fois plus de foncier agricole chez nous qu'en France et 3 fois plus que nos Allemands. Donc, on a besoin de recréer, comme dit Isabelle, ce tissu. Et quand on voit qu'on peut sauver, je dirais, des régions, des départements, des cantons, on le voit quand on territorialise le produit. Je prends 3 exemples. L'oignon doux des Cévennes, autour d'une coopérative, c'est 108 familles qui vivent, c'est des écoles, c'est des docteurs, c'est d'autres personnes qui vivent autour de ces familles. C'est fort. Je parle du taureau de Camargue, cher à Magali Somal, la présidente de la Chambre d'agriculture du Gard. Je parle aussi du lait de montagne, cher à Dominique Barrault, mon vice-président de l'Aveyron, qui a fait monter le lait de 32 centimes à 37 centimes. Donc, ça, c'est des agriculteurs, je dirais, durables qui vivent. Il faudrait qu'ils passent à 40 centimes, bien entendu. Mais tout ça, c'est des initiatives qui font que on a besoin de relier le foncier à l'alimentation. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on passe de la fourchette, à la fourche. C'est-à-dire que c'est la commande. C'est la commande de la restauration. Vous êtes responsable politique de la restauration collective. Bien entendu, la restauration privée, c'est la même chose parce que, vous l'avez dit Jean-Jacques, ça va suivre derrière. Tout le monde va suivre. Parce que le bon produit, il aura preneur. Et ça, c'est un étoilé de Nîmes qui me disait, on viendra dans ton magasin, on viendra prendre les produits ici, on n'ira plus à métro, on n'ira plus ailleurs, on viendra prendre parce que vous êtes regroupés et vos fruits seront mûrs. C'est plus comme je disais en aparté, c'est plus une pêche qui est ramassée à Bellegarde, qui va monter à Rungis, qui fait 800 km et qui redescend à Saint-Gilles, à 10 km de là où elle a été ramassée. Et donc, c'est une pêche qui aurait fait 1600 km pour être mangée par un écolier. Et une pêche qui ne sera pas mûre. Donc ça, on a changé ce système. Mais vous, collectivités, vous faites des commandes. Vous faites des commandes de produits. Nous, on trouvera la terre. Elle sera disponible. Vous savez, on a des conventions de mise à disposition qui ne clouent pas le propriétaire. Notre problème, c'est le côté fermage. Il y a toujours des gens, bien entendu, et vous l'avez évoqué, Jean-Jacques, des gens qui ont des terres autour des villes, autour des maisons. Ils attendent qu'une chose, c'est que, je dirais, le ticket du loto tombe avec la plume du maire qui va le passer. On le sait, on est tous humains, mais il va falloir préserver ces terres. Et c'est un acte courageux d'un maire, d'un président d'Aglo, d'un président de Scott, qui va dire cette terre, elle restera nourricière et l'autre, elle sera urbanisable. Nous, on ne peut plus rien. À la SAFER, on sait maîtriser le foncier. On le sait, on le distribue au mieux. Vous avez vu au niveau des jeunes agriculteurs comment on fait. Et je crois qu'il va falloir inventer, porter le foncier. Et ce matin, j'étais en relation avec le conseil régional, avec Jean-Louis Cazobon et la direction de la SAFER pour comment faire cette foncière régionale. On fait une foncière nationale, foncière régionale. Terre de Liens l'a inventé avant tout le monde. Je suis un fervent défenseur de Terre de Liens parce qu'ils ont trouvé des capitaux, je dirais, particuliers qui font que, pour aider, porter. Parce que le foncier, vous savez, on a le foncier le moins cher d'Europe, en Occitanie, mais il est encore trop cher par rapport à ce qu'il rapporte. Donc, il faut des solutions politiques. On est capable de mettre des millions d'euros dans des ronds-points pour aller plus lentement, des millions d'euros dans les autoroutes pour aller plus vite, des millions d'euros pour accueillir Ryanair et d'autres personnes dans les aéroports, et on n'est pas capable de mettre des centaines de milliers d'euros pour trouver des terres, les stocker et les porter. Notre rôle à nous, c'est de préparer le foncier de demain pour qu'il puisse,
je dirais, nourrir nos concitoyens chez nous, à Toulouse, à Montpellier et bien entendu ailleurs. Vous avez une volonté forte et c'est énorme. Je crois qu'on n'aurait pas pu parler, ce webinaire, on n'aurait pas pu le faire il y a 15 ans, 20 ans. Peut-être des responsables agricoles non plus, vous n'avez pas ce sens-là. Là, on a le vent derrière. On a le vent derrière, on a tout. Et on nous prouve aussi qu'en mangeant du bio, c'est pas plus cher. Qu'en mangeant un peu moins de viande, mais de la bonne viande, on pourrait équilibrer le repas avec quelques centimes de plus. Et je le dis au maire, et je sais que le maire de Nîmes à l'époque avait voulu mettre un peu plus dans son portefeuille, mais c'est un choix. J'ai envie de dire, se nourrir, c'est un acte politique. Et on a un devoir. Et vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé de l'obésité. J'ai discuté dernièrement avec la directrice d'Agropolis Fondation, qui disait qu'il y a une étude qui a été faite. Oui, on a baissé l'obésité. On a baissé l'obésité chez les enfants parce qu'on leur faisait manger plus de fruits et légumes. Oui, mais on a augmenté le taux de pesticides dans les légumes. Donc, il va bien falloir faire quelque chose. Est-ce qu'on meurt d'un cancer de la vessie ou est-ce qu'on meurt d'obésité? Il va bien falloir tout ça pour dire qu'on a besoin de se pencher fortement, vous, politiques, et nous, responsables agricoles, pour convaincre nos amis agriculteurs à faire mieux, mais surtout à gagner leur vie. Parce qu'on est dans un monde agricole. Vous savez, on a commencé le webinaire en disant attention, vous avez vu les aléas climatiques, l'eau qui est tombée en rafale à Valrogue et à Nice il y a 6 mois. On est en état de sécheresse, on ne sait pas comment on va récolter les blés parce qu'ils sont vraiment dans un piteux état parce qu'il ne pleut pas. Il y a eu un gel qui a occasionné. Tout ça pour dire qu'il faut aider nos concitoyens agriculteurs, il faut être proche d'eux. Mais quand je vous entends avec votre politique alimentaire que vous voulez mener, on est en plein dedans. Donc, notre rôle, c'est de fédérer, de convaincre et de travailler avec toutes les associations qui sont autour. Il y a la Chambre d'agriculture, bien entendu, il y a les communautés, il y a l'association Impulse Bio, il y a Terre Vivante, Terre en Fête, toutes les associations, il ne faut pas écarter les uns par rapport aux autres. Certes, la SAFER est indispensable, c'est 30-40% du foncier d'Occitanie qu'elle maîtrise, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a d'autres associations qu'il ne faut pas travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire, mais merci encore de se pencher là-dessus. Vous nous aurez, je dirais, responsables agricoles autour de vous, hein, que ce soit le président de la Chambre d'agriculture, Jérôme Bostet, et tous les autres présidents de Chambre d'agriculture d'Occitanie. Faisons d'abord comment on peut travailler avec Toulouse, avec Montpellier, avec nous, et voyons le résultat. Quand on a fait notre maison des agriculteurs, il y avait à l'époque Jean-Claude Guessot qui était conseiller régional, il me dit « Je voudrais que tu montres à d'autres agriculteurs comment on le fait ». Le premier qui est venu, c'est Philippe Lacube, le président de l'Ariège, qui me dit « On veut faire cette maison. On veut faire cette maison dans l'agglomération de Toulouse ». Notre rôle, c'est de multiplier ce genre d'initiatives. Le regroupement qu'Isabelle dont on parlait des agriculteurs sur le marché de Montpellier, c'est très important. Un bon chiffre d'affaires de départ, ça ne peut qu'augmenter. C'est à nous d'éduquer. Alors, nous, c'est bien, mais aussi, il faut éduquer le consommateur parce qu'il faut comprendre que demain, on a besoin de lui. L'agriculture, j'ai toujours dit dans mes discours, l'agriculture ne se sauvera pas qu'avec les agriculteurs. C'est la société qui sauvera l'agriculture et la société tout entière. Et quand je vois vous deux, responsables à Toulouse et à Montpellier, parler comme vous parlez, eh bien, je suis confiant pour l'avenir. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Alors, on a un tout petit peu dépassé, mais je vois qu'il y a énormément de sollicitations et sur le chat. On a une question concrètement. Une commune ou une métropole, comment une commune ou une métropole, peut favoriser l'installation d'un agriculteur? Est-ce que du coup, il y avait beaucoup de questions dans ce sens, Jean-Jacques? Alors, favoriser, c'est peut-être pas. C'est comment on peut aider. Mais par le biais d'abord, c'est là où on travaille. J'avais réuni tous les maires de la métropole à Fenouillet au mois de mars, justement, pour travailler sur cette thématique. Et on a d'ailleurs lancé un appel à projets pour qu'il y ait des acteurs qui répondent. Il est clôturé et c'est en cours d'analyse pour accompagner les mairies pour installer des producteurs sur leur commune. Lorsqu'on a déjà des terrains, toutes les communes ont des terrains pratiquement agricoles. Voilà, donc c'est comment par rapport à ces parcelles-là, déjà on peut
avoir des porteurs de projets. Ce qui n'est pas évident, hein, de trouver de bons porteurs de projets, avec bien sûr un modèle économique viable. Il ne s'agit pas d'installer l'homme ou la femme qui vient vous voir pour planter 3 carottes de chou-fleur. Il faut avoir un projet quand même, un projet allié à la commune, un projet porté viable économiquement. Et ça, on travaille avec des associations qui font très bien leur travail, que ce soit le Jardin de Cocagne, on fait Nourrir la Ville 31, voilà, qui sont très bien, la Chambre d'agriculture. Donc là, on peut, nous, agir à ce moment-là sur les terres communales, hein, voilà, ou métropolitaines, hein, pour faire simple. D'accord. Isabelle, vous vouliez dire quelque chose? Oui, alors comment les collectivités peuvent agir? Déjà, en effet, comme l'a dit Jean-Jacques, en tant que propriétaire des terrains, et là, mettre en place les conditions, voilà, propriétaire d'une exploitation agricole, bail rural ou revente à voir. Nous, on a privilégié le bail rural, mais ça se discute. En tout cas, donner des conditions contractuelles sur le long terme aux agriculteurs, et non pas des baux précaires, pour qu'ils puissent se projeter et investir. Et puis après, il y a une autre action, là c'est en tant qu'intercommunalité métropole, c'est, je vous ai parlé des associations foncières agricoles, donc qui sont des établissements qui peuvent aller, donc dont la création va être soutenue par la métropole, hein, c'est nous qui les mettons en place avec tous les autres propriétaires, et ces AFA, nous qui vont être autorisés, hein, j'ai vu un commentaire, ce ne sont pas les AFA libres, nous c'est autorisé, donc du coup avec un arrêté préfectoral, mais donc du coup qui vont être établissements publics et qui vont pouvoir répondre à des marchés, qui vont pouvoir aller chercher des subventions au compte des propriétaires pour remettre en état ce foncier dont j'insiste, hein, il a été à l'abandon, donc il y a un gros travail de reconquête de ce foncier, il va falloir de l'argent public aussi, quelque part, parce que les agriculteurs seuls ne pourront pas, dans leur économie, supporter le poids de cette remise en valeur des terrains, quand il faut défricher, quand il faut refaire les murettes, quand il faut faire les clôtures, les chemins, je ne vous parle pas de l'eau. Et puis, aussi, vous savez qu'il y a maintenant des compensations agricoles. Quand on urbanise sur des terrains agricoles, eh ben, il y a de l'argent qu'on doit remettre dans l'économie agricole. Et donc, nous, à Métropole, on a décidé de remettre cet argent sur les AFA aussi pour pouvoir rémunérer des animateurs qui vont faire tout ce travail d'animation foncière et d'aide à l'installation d'agriculteurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et puis, il y a l'aide, si je peux finir 2 secondes, il y a l'aide sur la métropole, mais après, on peut très bien voir avec les zones de montagne. Enfin, par exemple, moi, je vois souvent des éleveurs, j'ai une maison dans la montagne des Pyrénées, je discute avec des éleveurs. Pourquoi nous, on pourrait être facilitateurs, certains le font déjà, hein, j'invente rien, hein, facilitateurs entre ce qu'on va faire, mais quand ils réouvriront, hein, bon, aujourd'hui, malheureusement, les restaurateurs ou les commerçants privés, en lien avec des éleveurs des zones de montagne. Il pourrait y avoir des contrats de réciprocité entre éleveurs et restaurateurs. Ça se fait déjà avec le Gigot à Toulouse, qui achète des agneaux à un petit, et c'est pas péjoratif, un petit éleveur dans les Hautes-Pyrénées, voilà, une zone de montagne, le gars, il sait qu'il va vendre 100 agneaux chaque année à ce restaurateur. Bien sûr, il ne faut pas faire qu'avec un, mais voilà, il peut y avoir ce lien, à créer ce lien aussi pour dynamiser et puis pour maintenir les paysages à montagne, parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs là-haut, plus d'éleveurs, plus d'estives, ça va être la brousse, quoi. Donc, voilà, là aussi, on peut jouer un rôle, les gens peuvent s'installer en montagne ou ailleurs ou dans le rural, et nous, on peut être ici acteurs pour être facilitateurs pour la commercialisation. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors malheureusement, on a dépassé un peu le timing, mais bon, on voit que c'est un sujet qui passionne. Je vous remercie à tous les deux, Isabelle Touzard et Jean-Jacques Bolzan, d'avoir accepté notre invitation. Dominique Granier, merci également. Je vous donne bien sûr rendez-vous le 20 mai pour notre prochain webinaire. Donc à 13h30, ce sera pendant la semaine de l'agriculture et je serai en compagnie de Claire Delfos, qui est directrice du laboratoire d'études rurales, et de Dominique Granier, et de Dominique Barrault, vice-président de la SAFER Occitanie, sur un webinaire qui sera consacré à la valorisation des produits à travers la territorialisation. Voilà, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube dès lundi. Merci à tous pour tous vos échanges. Merci aux intervenants et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci pour ces échanges. Oui, on peut continuer. Allez, Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.